Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui sont présents aujourd'hui et bonjour à ceux qui écoutent la rediffusion présentement sur notre chaîne YouTube. Merci à tout le monde d'être ici. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Plumet Live. Donc, pour faire un récapitulatif, pardon, pour l'objectif des Plumets Live, c'est d'avoir des entretiens auprès de personnes qui travaillent dans le milieu littéraire et de découvrir toutes les facettes de ce domaine parce qu'il est vaste et il est varié. Donc, avec tout ça, on peut commencer. Et aujourd'hui, c'est un très, très grand bonheur pour moi d'avoir avec nous Grégory Panaccione. Est-ce que je le prononce mieux? Bien, parfait, parfait, Génial! magnifique. Ben, bonjour! Merci encore d'avoir accepté la demande d'entrevue. Je suis vraiment contente. Ouais, bah, moi aussi. Oui! Donc, écoute, on va commencer tout de suite en te demandant, ben, bien sûr, de te présenter un peu ton parcours dans le domaine, tes expériences. J'ai déjà fait une petite présentation là, en écrit. Donc, j'avais noté que tu étais BDiste, illustrateur, coloriste et dans l'animation. Donc, si tu veux aller là-dessus, tu peux donner là, juste un peu ton CV dans tout ça. J'ai toujours dessiné depuis tout petit. Déjà à l'école, je savais que je voulais faire de la bande dessinée, donc à l'école maternelle, hein, même élémentaire. Enfin bon, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Après la troisième, je me suis retrouvé dans une école d'art à Paris qui s'appelle l'école Estienne. Et j'étais plus déterminé, disons, par les études, à faire de la publicité, de travailler dans la publicité. J'ai commencé dans la publicité quand je suis sorti de l'école Estienne. Enfin, j'ai fait aussi un peu de beaux-arts, mais... Et à l'école Estienne, enfin, après l'école Estienne dans la publicité, je suis resté 2 3 ans, mais j'étais assez frustré de ce qu'on faisait. Donc, je me suis lancé dans le dessin animé à ce moment-là. J'ai découvert qu'il existait du dessin animé. Je ne savais pas. En fait, qu'en France, on faisait du dessin animé, qu'il y avait des grosses sociétés, des productions qui faisaient des dessins animés pour des séries télévisées internationales. Je ne le savais pas, donc j'ai découvert ce milieu-là tout à coup. Et j'y ai travaillé pendant 20 ans à peu près, euh, Wow! dans ce OK, monde-là. wow, 20 ans. Ouais. Enfin, je crois, hein, de 80, on va dire de 92, 93 jusqu'à 2011. Et donc j'ai Wow! travaillé. Oui, ouais, ça fait beaucoup. Donc j'ai goûté à tous les rôles un peu. Au départ, j'ai commencé par faire des personnages, des recherches de personnages, puis des recherches de décors, j'ai commencé à faire du clean de storyboard. Après, j'ai fait du storyboard pendant 4 ans à peu près. J'ai continué après en Italie parce que je me suis déplacé après en Italie vers les 30 ans, on va dire. Et j'ai continué, puis après j'ai fait aussi des réalisations de séries, etc. Jusqu'à arriver en 2011 où j'ai eu on va dire un bloc, comment on dit, quand on est un burn-out, Oh! où j'en OK. pouvais plus. J'en pouvais plus du monde de l'animation parce qu'en fait, bon après peut-être que j'expliquerai après, mais c'est assez fatigant. Mmh. Et donc j'ai décidé de faire la bande dessinée. Et là, depuis 2011, je travaille enfin, si, principalement pour la bande dessinée. Je fais un peu d'illustration aussi, mais c'est surtout de la bande dessinée, quoi. Depuis 2011, j'ai fait 25 albums. Enfin, j'ai compté ce week-end, je crois que c'est 25 albums. Justement, j'ai ta bibliographie, je pourrais dire ça. Je regarde ça, puis effectivement, il y en a énormément. Et, j'en faisais à peu près un, deux par an, quoi, un à deux par an. Oh wow! OK, et tu trouvais pas que ce rythme-là était il était un peu moins effréné que celui en animation ou ça s'équivalait? Non, moi je le faisais pas disons, en me stressant, hein, je le faisais naturellement. Parce qu'en fait, en ayant travaillé dans le dessin animé, on demande aux dessinateurs d'aller très vite. Pour des storyboards de séries, par exemple, des séries de 26 minutes, de 26 épisodes à l'époque, on nous demandait de les faire en 3 semaines, les storyboards. Donc c'était assez rapide quand même. Donc j'ai pris l'habitude de dessiner assez rapidement. Déjà, je pense que naturellement, j'avais cette tendance à dessiner assez rapidement, plus dans l'expressivité que dans la construction. Et donc, j'ai gardé cette habitude, même dans la bande dessinée après.
Ce qui fait que sur certains livres, comme par exemple les Chrono Squad et une série de science-fiction, on voulait en faire un épisode tous les 3, 4, 5 mois, quoi. Oh, Donc OK. 220 pages et en couleur en plus. Ouh là là, c'est un gros projet! Donc ça allait assez vite, enfin j'essayais d'aller assez vite, donc bien sûr, je poussais pas trop non plus le dessin, je restais assez esquissé, assez rough, mais bon, j'ai réussi quand même à en faire deux trois par, même je crois, si 3 par an, heu, pendant une certaine période. Hey, c'est vraiment impressionnant, wow! Ouais, ouais. Bon, après j'ai su qu'il y a d'autres auteurs de BD qui vont beaucoup plus vite que moi. J'en doute pas, c'est sûr, mais j'imagine que c'est avec l'expérience que ça devient plus facile. Non, je pense pas que ce soit tant l'expérience, je pense que ce soit un état d'esprit. OK. Ouais, je pense que c'est ça. OK, d'accord. Est-ce un état d'esprit, mais dans quel sens? Du fait que c'est vu que c'est sa passion, il est capable d'aller quand même plus rapidement ou pas nécessairement? Non, ça dépend de la mentalité de la personne, avec quelle énergie il travaille. Alors après, ça dépend aussi du style qu'on a. Parce que si on a un style très réaliste, très poussé, et cetera, on est obligé de passer du temps sur on peut pas trouver de solution. Alors que si on a un style, on va dire, plus expressif, plus, impressionniste, par exemple. Ouais, OK. Si on a un style plus impressionniste, plus expressif, on peut aller plus vite, on peut trouver des solutions. Enfin, il y a plein d'auteurs qui comme par exemple, il y en a un celui qui va le plus vite, apparemment, c'est Johann Sfar, hein. Je ne sais pas si vous le connaissez? Enfin, si tu Non, connais. moi je le connais pas, mais OK. Oui, enfin bon, c'est un auteur très très connu en France, mais il fait, des milliers, des kilos de bandes dessinées par an, quoi. Mais il a un style très lâché, quoi, très OK. très, très spontané. OK, 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 d'accord. Fait que ça explique aussi pourquoi qu'il est capable d'en sortir pas mal. Voilà, OK, là je ouais, vois un peu mieux. ouais, ouais. D'accord. Ceci dit, il faut quand même créer des histoires parce que lui, il crée aussi des histoires, donc il faut faire tout, quoi. Il faut inventer des histoires sans arrêt, et les dessiner et les mettre en couleur. Donc c'est quand même du travail, hein. C'est quand même du Ben, travail. c'est Mmh. ça. Mais justement, ça s'en vient vers ma question que j'avais pour toi. Hem, Qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose de la BD qui, t'apporte le plus tu sais, tu dis que tu dessines depuis que tu es tout jeune, mais est-ce Mmh qu'il mh. y a la BD, quand tu t'es tourné vers ça, vers 2011, est-ce que ça t'apporte quelque chose de mieux pour l'histoire plutôt que de ce qu'on retrouve, par exemple, dans un roman, dans un texte manuscrit? Tu sais, par exemple, moi, de mon côté, j'ai lu récemment, ton adaptation de Nos âmes oubliées, du Mmh. récit autobiographique de Stéphane Alix. Puis, à la Ouais. fin, tu avais écrit un petit texte en disant que le roman t'avait tellement touché que, si ma mémoire est bonne, je pense que tu disais que tu voulais vraiment transposer ce que tu avais lu à l'intérieur de ta BD. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une bande dessinée peut t'aider à, mieux saisir l'histoire qu'un roman, par exemple? Je sais pas si ma question a fait du Oui, sens. je vois un peu ce que tu veux dire dans ta question, mais ça dépend vraiment du livre, ça dépend vraiment de plein de choses, en fait, de plein de paramètres, mais par exemple, pour Nos âmes oubliées, c'était un peu un défi quand même de le mettre en bande dessinée parce que c'est pas un roman. C'est pas du Mmh, tout un roman, c'est pas du tout, cinématographique, on va dire, la façon dont c'est écrit. C'est un peu comme un sage, c'est un peu comme, quelqu'un qui raconte sa vie, OK, mais qui parfois fait des grands discours sur l'explication de comment fonctionnent les hallucinogènes ou les oui, champignons, voilà. Il l'écrit un peu comme un essai, quoi, donc c'est vraiment pas facile à mettre en bande dessinée. Mais comme j'ai eu énormément d'émotions quand je l'ai lu, c'était en 2020 je crois aussi, ou 2021. J'ai lu ce livre-là et j'ai été vraiment touché, quoi, par le livre et j'avais envie de pouvoir retranscrire en bande dessinée, donc dans un autre média, d'une autre façon, et donc pour que ce soit aussi plus accessible
à d'autres personnes qui ne lisent pas forcément ce genre de livre, hein, celui de Stéphane Alix donc. Oui. Parce qu'en fait, Stéphane Alix a beaucoup de succès, hein, il vend beaucoup, hein, de ses livres, hein, OK. celui de La mort n'existe pas, il a écrit un livre qui s'appelle La mort n'existe pas et celui-là a vendu beaucoup, hein, vraiment, je sais pas, c'est des 200 000, 300 000, c'est vraiment beaucoup. Il est dans les supermarchés en France, hein. Mais ceci dit, les lecteurs de bande dessinée ne lisent pas forcément ce genre de livres. Alors bon, j'avais envie de l'adapter et puis j'ai essayé et je lui ai envoyé aussi parce que j'ai travaillé un petit peu en lui montrant, ce que j'avais fait et lui a été assez très enthousiaste. Au début, il voulait pas, il avait refusé, de faire l'adaptation Oh! parce que comme c'est une histoire, qui touche sa famille directement, il a eu beaucoup de problèmes après la sortie du livre, hein, dans sa Mmh. famille. Avec des histoires de procès, je pense aussi, hein. Donc il n'avait pas envie de se replonger dedans, donc il la première fois que je l'ai contacté, il a refusé et quelques mois après, je crois que c'est 4-5 mois après, il m'a recontacté en me disant qu'il avait changé d'avis Ah! et parce qu'en fait, moi je lui avais proposé, vu qu'il m'avait parlé de ce problème de la famille, et cetera, des problèmes que ça crée dans sa famille, je lui avais proposé de le faire avec un autre nom, c'est-à-dire d'inventer un personnage moi-même et de lui faire vivre ce que lui vit dans le livre. OK. Donc c'était vraiment très ouvert comme possibilité qu'il y avait, hein, pour l'adaptation de ce livre. Parce que ça aurait été un autre personnage que j'aurais inventé, par exemple, qui n'est pas du tout Stéphane Alix, je l'aurais appelé avec un autre nom et je lui aurais fait vivre ce que lui a vécu. Bah, c'était une possibilité. Lui, il a hésité, puis il m'a dit non donc et puis donc plusieurs mois après, il m'a dit: «OK et je suis d'accord pour que ce soit moi». Pour que ce soit lui quoi, pour que ce soit Stéphane OK, Alix. OK. Bon, fait que Ouais, finalement, ça l'a tourné quand même. ouais, ça a tourné quand même, il a accepté et puis voilà, je suis parti, et donc moi ça m'a un peu bloqué, hein, cette histoire, du fait que ce soit lui. Parce que moi j'étais parti dans l'idée entre-temps que c'était un autre personnage, que ça n'aurait pas été lui. Et donc ça m'a bloqué pas mal de savoir que c'était lui parce que moi je le connais pas, Stéphane Alix. Donc Ouais. si je devais inventer des choses dans l'adaptation du livre, j'étais un peu bloqué parce que je devais savoir en fait ce qu'était la réalité de Stéphane Alix, quelle voiture il a, dans quoi il vit, dans quel type de maison. Je pouvais pas le faire dans un Ah! HLM par exemple. Enfin bon, j'étais obligé de lui poser pas mal de questions pour que ça colle avec lui, quoi. Oui, c'est le souci du détail, mais qu'on n'y pense pas au premier abord, mais qu'après ça, c'est de se dire: «Mais là, c'est un autre défi», comme tu viens de le dire, justement, vu que c'est autobiographique. Ah wow, j'avais pas pensé à ça non plus. Ah! Puis j'avais très peur qu'il soit déçu quoi en lisant, parce que c'est une histoire très forte quand même, hein, cette histoire, d'une amnésie traumatique, lui qui Ouais. est journaliste de guerre et cetera et qui se retrouve à utiliser des psychotropes avec une psychologue et il y a des souvenirs qui lui remontent, tout à coup, à l'esprit et des souvenirs d'inceste, ou de viol d'un de ses oncles apparemment et donc c'est très choquant quoi, très, 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 très Oui. choquant. Donc moi je voulais pas non plus que lui en lisant le livre, il soit un peu déçu et qu'il dise: «Bah, ça a rien à voir avec ce que j'ai vécu» ou voilà. Mmh. C'était c'était un peu stressant, hein, quand même à faire cette J'en doute, adaptation. j'en doute. Ben juste avoir le rendu que tu as fait en plus parce que je l'ai lu puis j'ai trouvé vraiment que, ben justement, ça va aller dans ça y va avec, mes questions que j'ai pour la suite, mais justement, je vois il y a vraiment un respect de l'œuvre, de vraiment de la personne à l'intérieur avec ce qui aurait pu être raconté tu sais, à l'intérieur de ce récit et cetera. Donc je trouvais aussi que comment c'était apporté, surtout les passages où est-ce qu'il découvre suite, à, tu sais, ce qu'il voit, les close-up et cetera. J'ai fait comme: «Oh! C'est vraiment une façon très, mais pas intéressante, mais c'est une façon percutante de voir justement ce que lui aurait pu ressentir, revivre et
En vrai, c'est moi, j'ai trouvé ça génial, très bien, relevé là, de ta part, vraiment. Fait que c'est pas parce que tu es mon invité, mais vraiment parce que je l'ai vraiment, je l'ai bien Tu avais trouvé lu drôle. le livre? Tu avais lu le livre, Non, je l'avais pas lu en fait, j'ai pas eu la chance d'y avoir accès, mais juste voir l'adaptation, je me suis dit: «Ce serait oui, vraiment intéressant de voir justement qu'est-ce que tu as retenu, ouais, qu'est-ce qui a été retenu pour être sûr de rester, pertinent à l'intérieur de la bande dessinée en un nombre limité de pages». Donc je trouve tout à que fait, ouais. ce serait vraiment un bon exercice pour moi de faire effectivement. Tout à fait, ouais, ouais, non, ça c'est bon, ça peut-être ce sera un truc à discuter après, non? Je pense, non, dans les questions que j'avais vues, ouais. Oui, 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 effectivement. Mais effectivement, c'est pas facile de décider ce qu'on garde et ce qu'on garde pas, quoi. C'est pas facile. Oui. C'est Ouais, ça, je me doute bien effectivement. Mais justement, ouais. tandis que tu me parlais là du fait que tu avais approché Stéphane Alix pour cette œuvre-là, ben, pour, faire ton adaptation. Si on Mmh va mh. un peu plus dans les adaptations BD que tu as fait jusqu'à maintenant, là, je pense que tu en as fait au moins 4 ou 5 de mon souvenir. J'ai Non, 3. Je crois que j'en ai fait que 3. tu fait, Petite Lumière, Oui, Âme oubliée, tu as fait Cabot Caboche, tu as oui, fait, 3. Ah, le, quelqu'un qui parlait. Quelqu'un à qui parler, 4, c'est ça. Bon, pardon. En ce moment, Oh, je il suis y a en pas train de d'en faire une 5e. Ah bon? Oui, oui. Oh! Mais une petite, une toute petite, une gentille. OK, OK. 5 mais une cinquième quand même, donc tu as beaucoup d'expérience justement dans l'adaptation. De ce que je Oui. comprends, c'est que j'imagine que chacune des adaptations, c'est ben, au niveau de qui approche qui, ça doit être différent à chaque fois. Est-ce que c'est tout le temps toi qui allais vers les auteurs? Est-ce que certains allaient vers toi? Est-ce que tu as un agent? Est-ce qu'eux ont un agent? C'était de voir aussi Alors là-dessus. alors c'est vrai que ça varie selon les livres, mais disons que le premier livre que j'ai adapté, c'était donc Quelqu'un qui parlait et ça c'est l'éditeur, c'est mon éditeur donc enfin c'était pas mon éditeur à l'époque, mais l'éditeur de bande dessinée donc qui s'appelle, Le Lombard, hein. Donc Mathias Vincent qui est l'éditeur, qui m'a écrit en me disant: «J'ai lu ce livre-là», qui s'appelait Quelqu'un qui parlait de Cyril Massarotto et je trouve que ce serait bien que tu le lises et que tu vois si ça t'intéresserait de l'adapter parce que je trouve que ça va bien avec ton style. Il m'a dit quelque chose comme ça. Il m'avait proposé 2 livres. Un c'était celui-là, tous les 2 de Massarotto, OK. de Cyril Massarotto. Et moi j'ai lu le résumé qu'il m'avait fait et je me suis dit: «Tiens, je vais lire celui-là. OK, je vais le lire». Je l'ai lu, effectivement, ça m'a plu et je me suis lancé dans cette adaptation. C'était la première fois que je faisais une adaptation de bande dessinée. Donc c'était en 2019, 2020, je ne sais plus. Et ça, c'est un. Après, je me suis dit, en ayant adapté donc quelqu'un qui parlait, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien adapter un livre qui parle de chiens, parce que j'adore dessiner les chiens. Donc je me suis dit, je me suis souvenu, je me suis souvenu que j'avais lu ce livre, donc Cabot Caboche. À l'époque, il devait être fait en dessin animé en Italie. On devait faire un long métrage dessus. Et moi, j'avais lu le livre et je m'étais dit: «Ouais, ce serait bien, ouais, effectivement, en long métrage» et puis je l'avais complètement oublié et là, donc après avoir fait quelqu'un qui parlait, je me suis dit: «Tiens, je vais essayer de retrouver ce livre-là et le proposer à Delcourt, qui est mon éditeur de bande dessinée» et donc je l'ai Mmh. proposé à Delcourt et Delcourt a dit: «OK». Donc ils ont essayé de contacter Daniel Pénac. Voilà, c'est eux qui ont contacté Daniel Pénac parce qu'il y avait quelqu'un chez Delcourt qui connaissait Daniel Pénac et donc ils m'ont demandé, enfin c'est moi qui ou je sais plus, c'est peut-être moi qui ai demandé d'écrire une lettre, voilà, en lui proposant de j'ai fait une petite lettre avec des petits dessins et ils lui ont envoyé 2 de mes livres, hein, pour que lui, il sache un peu dans quel, état d'esprit je dessinais ou je faisais des bandes dessinées et voilà et c'est lui qui m'a appelé après, donc Daniel Pénac. Il m'a appelé et puis il m'a dit: «OK, vas-y, fais ce que tu veux, j'ai tout à fait confiance», et donc après c'est l'éditeur donc de la bande dessinée, donc Delcourt, qui s'est mis en contact avec l'éditeur, de Daniel Pénac, je me souviens plus lequel c'était et ils se sont mis en contact eux pour, faire un contrat et savoir, qui et combien aurait des droits, sur cette, adaptation, voilà.
Voilà, ça c'est donc Cabot Caboche. Après, il y a eu La Petite Lumière. Oui! La Petite Lumière, c'est moi qui ai lu le livre, hein, que j'ai adoré. Heu, je n'avais pas pensé à l'adapter. En fait, quand je l'ai lu, je l'ai trouvé tellement bien ce livre que j'ai même pas pensé à l'adapter. Je me suis dit: «C'est super, j'ai lu un livre, il est bien, hop, je passe à autre chose». Et c'est un ami à moi qui m'a dit: «Mais pourquoi tu adaptes pas?» parce qu'il l'avait je lui avais offert, hein, ce livre que je trouvais super. Je l'ai offert à plein de personnes ce livre parce que je le trouvais vraiment très bien et d'ailleurs, c'est Daniel Pénac qui me l'a fait découvrir, hein, le livre. Ah! Eh bien, ça fonctionne les contacts, les réseaux, le réseautage. Ça fait une chaîne, quoi. C'est ça qui est rigolo, c'est que mais de toute façon tout, là j'explique assez mal, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un lien en fait entre chaque livre. C'est assez étonnant. Et donc, je disais donc Daniel Pénac sur une vidéo, hein, à l'époque je le connaissais, je l'avais pas vu encore, Daniel Pénac, mais sur une vidéo j'avais vu qu'il proposait ce livre-là, il en parlait souvent. Et voilà, donc je l'ai lu. Et donc cet ami me dit: «Bah, pourquoi tu adaptes pas? C'est parfait pour toi». Il me dit, et du coup j'ai une étincelle et je me dis: «Bon, bah oui, c'est vrai, ouais». Ça me paraissait trop facile à adapter parce que il est déjà tellement bien le livre que j'ai juste à suivre à la lettre, ce qu'il y a décrit. Mmh. Heu, et donc c'est moi qui ai essayé de contacter donc Daniel Pénac. J'ai su qu'il habitait à Milan comme moi. Donc, c'est son éditeur de l'époque qui m'a donné son email. Je lui ai écrit, on s'est donné rendez-vous, il habitait pas très, très loin de chez moi. On s'est vu pour une bière, je lui ai montré mes dessins et il m'a dit: «Si, si, si, OK, vas-y». Il était content et voilà. Wow! OK. Et pareil, donc là, ça a été un peu plus compliqué parce que, vu que moi, je le faisais la bande dessinée en français, parce que je le proposais à mon éditeur français. Eux ont dû contacter l'éditeur français, donc Delcourt a dû contacter l'éditeur français de Moresco, qui n'est pas le même que celui italien. Et donc ils m'ont un peu obligé aussi à suivre ce qui avait été écrit dans le texte français. Moi, je l'avais lu en italien, hein. Ils m'avaient demandé de suivre le texte qui avait été traduit par le traducteur de Moresco en français. Donc j'étais un petit peu obligé de suivre, disons, les textes, la façon dont étaient écrits les textes de l'éditeur français. Ah! OK, fait que ça aussi, ça peut être un enjeu justement au niveau de l'adaptation, j'avais pas vu ça, cet aspect-là. Ah! Mmh, mmh, mmh. Mais justement là-dedans, heu, tu sais, tu dis que tu as pas le choix de te fier là-dessus, ben, tu sais, tu devais suivre le texte en français, mais est-ce qu'il y avait d'autres enjeux dans les adaptations que tu as pu voir qui revenaient soit souvent ou est-ce que c'est toujours du cas par cas? Qu'est-ce qu'il y en est en fait? C'est toujours du cas par cas. Parce qu'en OK. fait, après La Petite Lumière, j'avais envie d'adapter un autre livre, hein, un livre américain d'un auteur qui est mort en 80, dans les années 80. Et personne n'a réussi à retrouver enfin, j'ai demandé à mon éditeur, donc le Lombard, un des 2, le Lombard, qui a cherché, pendant plusieurs semaines. Il n'a pas trouvé les droits. Il n'a pas réussi à dénicher, les les droits de cet auteur. Donc j'ai abandonné. J'ai abandonné. Pareil pour un autre livre que je voulais, un américain encore. Pareil, je crois que c'était difficile à trouver aussi. Enfin, et après, je suis arrivé à alors après vraiment, moi, il y a eu une période où je voulais adapter des livres qui étaient inadaptables complètement. Et enfin bon, je n'explique même pas le type de livre. Mais par contre, je suis arrivé au moment où j'avais lu donc, Nos âmes oubliées. Et Mmh. là, pareil, donc j'ai contacté, Stéphane Ouais. Alix, donc qui a refusé puis après a accepté. Et après c'est pareil, c'est les deux éditeurs, bande dessinée et l'éditeur du livre de Stéphane Alix, qui se sont mis d'accord pour, déterminer un pourcentage, et un contrat, et cetera, quoi. OK, 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 d'accord. Justement, ça s'en va vers ma prochaine question. Mmh mh. C'est, au niveau de, à quel point les auteurs sont investis à l'intérieur de l'adaptation. Est-ce que ils te donnent l'aval et après ça, toi, tu leur reviens en leur disant: «J'ai avancé à 25, j'ai avancé à 50, voici un esquisse, voici». Est-ce qu'il y a une collaboration
une bonne collaboration avec les auteurs ou ils te laissent vraiment laisser aller? Qu'est-ce qu'il y en est là, principalement là, avec eux? Alors, pareil, ça dépend des livres, ça dépend Mmh. des auteurs. J'ai toujours eu une très bonne relation avec les 4 auteurs avec lesquels j'ai travaillé. Heu, le premier, on s'est écrit par, WhatsApp, hein. OK. On s'est même pas parlé au téléphone, hein, avec, Cyril Massarotto, on s'est écrit par WhatsApp. Une soirée comme ça, on s'écrivait, donc je lui disais, je lui posais des questions, je crois, et lui, j'essaye de sentir un peu ce que l'auteur, enfin, s'il est bloqué, si c'est son bébé, il veut pas qu'on le touche, hein, ou s'il est assez ouvert à ce qu'on l'adapte, et donc moi, j'ai senti donc la façon dont il m'écrivait sur WhatsApp, j'ai senti bon, déjà qu'il aimait bien les mangas, qu'il lisait, il m'a dit: je lis pas mal de mangas». OK. Enfin, quand j'étais jeune, je lisais des mangas, il m'a dit. Et donc je me suis dit: «Waouh, tap, il y a une porte qui s'est ouverte pour moi». Je me suis dit: «Bon, bah, je peux y aller dans un état d'esprit, un peu en déformant les personnages à des moments, selon ce qu'ils pensent, et cetera». Donc je me suis dit: «Je peux me libérer dans ce genre d'adaptation, quoi. Je me bloque pas». Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait quelque chose de très expressif, de très, fou Oui. un petit peu. Je l'ai donc ça, c'est avec Cyril Massarotto. Avec, Daniel Pénac, lui, il m'a laissé carte blanche totale. Il m'a dit: «Si tu veux faire un chat au lieu de faire un chien, fais comme tu veux», il m'a dit. J'ai fait une première version où je changeais tout. Je voulais le faire muet, en fait. Je voulais adapter son Ah! livre muet, ouais. Mais j'ai pas réussi, ça marchait pas, ça en fait, j'ai fait une grosse erreur sur ce livre, c'est que, comme je disais, je l'avais lu à l'époque où on devait faire un dessin animé en Italie, de Cabot Caboche. OK. Je Oui. l'avais lu à l'époque et je ne l'avais plus relu après. Donc une fois que le contrat a été signé avec Daniel Pénac, je l'ai relu pour la première fois depuis, 20 ans, quoi. Et je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à accepter enfin, à signer ce contrat-là?» parce que c'est un inadaptable, ce livre, hein. Heu, on peut pas Il y a plein de choses qu'on peut pas changer, en fait, parce que c'est tout écrit, avec des ça commence par un flashback, ça va ça se balade dans le temps tout le temps, quoi. Mmh. Et en fait, Oui, c'est vrai. ouais, voilà. Donc on se sent un peu bloqué par la narration qu'avait fait, Daniel Pénac, à l'époque des années 80, hein. C'est un livre qui est assez vieux. Et donc je me suis dit: «Voilà, je vais jamais y arriver». Et en fait, j'avais essayé de le faire en muet. Donc j'avais commencé à le faire en muet, mais ça marchait pas du tout, on comprenait rien et tout, donc j'ai laissé tomber. Et en fait, je me suis collé proprio collé vraiment au texte de Daniel Pénac, au niveau Mmh. de la narration. Donc je suis resté Mmh. fidèle. Et lui était d'ailleurs un petit peu déçu quand il l'a vu. Il m'a dit: «Mais bah, oui, mais c'est moi, c'est la même chose que ce que j'avais écrit». Et il était un petit peu Mmh. déçu que je ne me l'approprie pas, quoi, Mmh. heu, que ça. Même si j'ai changé pas OK. mal de choses, hein. Mmh. Voilà. Alors OK. après, pour parler de Antonio Moresco sur La Petite Lumière, là, j'ai senti que c'était son petit bébé. Qu'il OK. fallait que je lui montre le plus de choses possible, que je lui donne qu'il me donne son accord sur plein de choses. Donc le personnage, il avait une idée précise de comment il était. Moi, je l'avais fait avec les cheveux courts à un moment, il m'a dit: «Non, avec les cheveux longs, essaye avec les cheveux longs», voilà. Je l'ai fait un peu qui ressemblait un petit peu à lui, son nez, et cetera. OK. Heu, heu, j'ai fait attention. J'ai un moment, j'avais sur des recherches que j'avais faites sur des carnets de croquis, j'avais mis le petit enfant avec, des chats. Et lui, il m'a dit: «Non, non, non, il y a pas de chat dans l'histoire, il y a pas de chat». Oh, Donc il était OK, donc c'est vraiment il fallait que ça suive quasi un pour un le roman pour être sûr de la BD. Oh wow! OK. ouais, il était ouais, ouais. Parce que lui, c'est un livre qu'il a écrit en 15 jours. Il l'a écrit dans un moment un petit peu de transe, où il était tout seul, justement dans une maison, dans la montagne.
Et il l'a écrit comme ça, mais ça devait être un morceau d'un autre gros livre, en fait. Et en fait, ce morceau s'est détaché du livre, du gros livre, et est devenu un petit livre de La Petite Lumière. Et c'est ce qui fait son charme. C'est qu'on sent que c'est quelque chose de spontané, de pas si réfléchi que ça, de naturel. OK, Et, OK. et avec Stéphane Alix, pour finir, donc pour ce qui est du rapport avec l'auteur, Stéphane Alix, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'étais un peu à lui demander plein de choses et d'essayer d'être assez délicat avec lui parce que c'est quand même quelqu'un qui a été abusé par quelqu'un de sa famille. Et donc, on ne peut pas demander clairement, alors, comment ça s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui se passait? Donc, j'étais obligé Non, c'est sûr. d'être un peu délicat, par exemple, pour la tête du personnage, qui est l'abuseur, Oui, je lui ai demandé pas de me montrer une photo de l'abuseur, parce qu'il a des photos de l'abuseur, ouais. mais de me montrer un acteur qui ça ressemble un petit peu, quoi, pour que j'ai un peu une idée quand même. OK, pour être sûr d'avoir d'être capable de le montrer justement comme vers la fin justement là, de la BD. OK. Et parce que c'est vachement intéressant ça aussi de mettre une tête sur, un personnage, qui est décrit, qui est peu décrit d'ailleurs dans le livre, qui est très peu décrit, mais je suis obligé de mettre une tête. Je peux pas en dessin, hein, je peux pas mettre quelqu'un qui n'a pas de Un forme, gros qui n'a pas gribouillis au visage là. ouais, voilà, je peux pas faire ça. Enfin, ou j'aurais pu le faire, mais ça aurait été dans un autre état d'esprit, mais donc j'étais obligé quand même de lui donner une tête. Et je voulais pas que ce soit une tête qui ressemble à quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce qui est la réalité. Donc je lui ai demandé un petit peu, je lui ai posé des questions comme ça, un peu détournées. Mhm, Et lui, il a mhm. été très sympa, il m'a répondu tout le temps. Et donc, en fait, pour conclure, en fait, sur tous les 4 livres, à chaque fois, au niveau de le du procès enfin de la succession des étapes, en fait, c'est toujours, heu, donc une fois qu'on est d'accord pour adapter, ensemble, je montre la première étape que je montre, c'est le storyboard. OK. Donc sur les 4 livres, j'ai fait un storyboard assez précis de toutes les pages. Donc c'est vraiment l'album comme s'il était fini, à part que c'est dessiné rapidement, en Mmh. noir et blanc. OK? Donc avec tout écrit, c'est-à-dire les dialogues, je les écris vraiment pour qu'ils soient lisibles. Vite fait, mais lisibles. Ce qui fait que Ouais. je peux le montrer, le faire lire à l'auteur, il sait combien de pages il y a dans son livre. Je peux le montrer à l'éditeur, il sait combien de pages il y a dans son livre. Et voilà, et de là, en fait, chacun peut dire ce qu'il pense. S'il pense que des parties ne marchent pas, des séquences ne fonctionnent pas, on peut les retoucher facilement parce que c'est un travail que je mets à peu près un mois et demi à faire, le OK. storyboard. OK. Ouais, justement, c'était mes questions après là, sur le délai de chacune des étapes. Fait que Alors, vraiment, le storyboard, c'est la partie la plus importante. OK. C'est un mois de travail très intensif, où je suis hyper concentré, je ne peux pas écouter de musique, donc je prends le livre, j'écris dessus. C'est-à-dire, si je sens qu'il y a je relis tout le livre et si je sens qu'il y a des séquences que j'arriverai pas à mettre en image ou qui n'ont pas un grand intérêt à être racontées, vu qu'il faut réduire quand même, parce qu'une bande dessinée, ça se lit en 1 heure et demie, mais un livre, ça met peut-être 5, 6, 7, 8 heures à être lu, donc il faut réduire quand même pour pas qu'il y ait trop de pages non plus, parce qu'une BD avec trop de pages, c'est impossible à tenir dans la main. C'est trop lourd. Donc, je suis obligé de couper des choses. Donc, je prends le livre, je coupe déjà, c'est-à-dire au crayon, j'écris sur le livre. Et je me dis, tiens, cette séquence-là, je ne vais pas la mettre. Celle-là, je vais la relier. Je vais trouver le moyen de relier avec un truc narratif pour que ça passe à une autre séquence. Je me dis que cette partie-là, qui est peut-être racontée par une voix off, enfin par une voix à la première personne dans le livre, je vais la faire en image simplement, je vais pas écrire, je vais rien écrire, ça va être juste du muet. J'essaie de trouver des solutions en fait comme ça, et puis après je commence à faire le storyboard, et comme je dis, en un mois et demi, voire 2 mois maximum,
je finis tout le storyboard et je sais combien de pages aura le livre. Et ça, c'est assez pratique comme méthode. Les auteurs, à chaque fois, ont été très, très contents de ça, quoi. À chaque fois. Les 4 fois, ils étaient super contents de voir ce que ça donnait. OK, c'est ça. Puis justement, combien de tu sais, par exemple, combien d'heures par jour tu travailles là-dessus? Tu sais, quand tu es vraiment concentré sur ton storyboard, est-ce que tu as un approximatif? Bah, je travaille comme d'habitude, c'est-à-dire je travaille de 9h-10h à 6h du soir, hein, pas plus, hein. Je reste très concentré sur le travail, mais en quantité, j'augmente pas le volume d'heures de travail, hein. Je reste. OK, fait que c'est vraiment tu respectes les délais d'une journée de travail normale pour être sûr, Oui, voilà. Oui, OK. oui. Alors, ça, c'est moi, hein. Après, d'autres personnes, je sais qu'ils travaillent le week-end ou qui travaillent moins que moi. Enfin, mais moi, je sais que si je travaille trop dans la journée, j'arrive plus à travailler, c'est-à-dire je travaille mal. Donc je préfère Ah! ne parce que ça demande beaucoup de concentration quand même, hein, de faire un storyboard. OK, 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 d'accord. Puis, est-ce que ça a toujours été le cas ou c'est juste parce que tu l'as appris avec, l'expérience, de te donner une plage horaire à chaque semaine? Je pense que ça vient aussi du dessin animé ça, où, on était OK, obligé de s'organiser pour finir en 3 semaines là, les storyboards dont je parlais tout à l'heure. OK. On était on était obligé de les faire en 3 semaines et donc il fallait s'organiser et ah oui, c'est ça, c'est que je me souviens quand on avait dans le donc dans l'animation, hein, quand on recevait le script, déjà s'il y avait 30 pages, hein, on Oui. divisait les pages par, nombre de scènes parce qu'on savait dans le storyboard à l'époque, il fallait environ 350 scènes, hein. Donc on divisait 350 par 30 pages et on mettait, donc là, à ce moment-là, il faut que j'arrive à la scène numéro 20, par exemple. Après, quand je tourne la page du scénario, il faudra que j'arrive ici à peu près à 40 scènes, etc., jusqu'à la fin, pour tomber sur 350 scènes. Oh wow! Donc c'était un peu organisé, effectivement. Ouais, OK, fait que ça t'a inspiré justement pour être sûr d'avoir, Peut-être, un meilleur cadrage au niveau de ton travail. OK. peut-être. Ouais, ouais, ouais. Puis là, après le un mois de storyboard environ, là, un mois et demi, au niveau de l'illustration, coloration et cetera, ça peut prendre combien de temps? Est-ce que ça dépend chaque fois ou, un approximatif environ, là, ouais? Oui, tout à fait. Alors après, avant de faire ça, avant de faire cette étape donc du définitif, des planches définitives, je fais des recherches. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait le storyboard, c'est très pratique parce que le storyboard m'aide aussi à m'entraîner un peu sur les personnages. C'est-à-dire, vu que je les dessine tout le temps en situation, Mmh. petit à petit, ils commencent à trouver une forme. C'est-à-dire, au départ, je ne sais pas très bien comment ils sont, mais petit à petit, à la fin du storyboard, je sais comment sont les personnages. C'est-à-dire, je OK, leur ai donné une identité, vu qu'ils ont telle personnalité, donc ils commencent à avoir un visage, ils commencent à avoir un visage bien clair qui me vient facilement sous la main. Donc à partir de là, une fois que j'ai fini le storyboard, je commence à faire des recherches du personnage en définitive, c'est-à-dire de le rendre avec les couleurs et tout. Et j'envoie ça aussi souvent à l'auteur, à Antonio Mores que je lui ai envoyé. À Stéphane Alix, je ne lui ai pas envoyé. Mais, par exemple, à Pénac, je lui ai envoyé le personnage, le petit chien, je lui ai envoyé. Je lui ai envoyé une première version et après j'ai changé, je lui ai envoyé une deuxième version qui était très différente de la première. Pour quelqu'un à qui parler, non, je crois que je ne lui ai pas envoyé. OK, Donc ça, c'est une étape de recherche, on va dire, graphique pour savoir dans quel état d'esprit je vais dessiner la bande dessinée. Ok, ça me prend quelques jours, quelques semaines. Et puis ensuite, je passe à l'exécution des planches. Et ça prend en général 5, 6, 7 mois, 8 mois peut-être. Ça OK. dépend des. Ouais. Sur la petite lumière, je crois que ça m'a pris 8 mois, si je me souviens bien, mais je ne suis pas sûr. Mais sur quelqu'un qui parlait, je crois que c'est moins. Sur Cabo Caboche, c'était long aussi. Je pense que c'était sur 7-8 mois.
Et pour, quelqu'un qui pour, Nos âmes oubliées, par contre, j'ai tout fait à l'ordinateur, c'était différent, j'ai trouvé une autre méthode de travail. OK, Ouais. parce que Mmh. toutes les autres avant, ça veut dire que tu le faisais à la main? Tu faisais Oui, les tout à la oh! ouais, 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 ouais. OK, OK, Le OK. les planches définitives, je les fais à la main, hein, enfin, je veux dire, le storyboard, je le fais toujours à l'ordinateur, pardon. J'ai des mots italiens qui me sortent. Les storyboards, je les fais pratiquement tout le temps sur ordinateur. OK, mais la réalisation finale, c'est toujours à la main que tu y vas, sauf bien sûr, comme tu le dis, la dernière, l'exception Voilà, de Nos âmes oubliées où est-ce que tu as été plutôt à l'ordinateur du début jusqu'à oui. la fin. Alors, je sais pas pourquoi j'ai choisi, si je sais un peu pourquoi, si je l'ai fait à ordinateur, parce que je savais que je réutiliserais beaucoup d'images. OK? Par exemple, il y a plein de flashbacks dans Nos âmes oubliées, il y a plein Oui. de scènes qui se retrouvent en fait, qui se revoient. Lui qui a un acc enfin le son frère qui a un accident de voiture, on le voit 2-3 fois dans le livre. D'autres choses qu'on voit plusieurs fois. Le petit enfant comme ça, lui de face, on le voit plein de fois. Donc je m'étais dit: «Si je commence à le faire en traditionnel, il va y avoir des parties blanches». C'est-à-dire que je laisse du blanc Ah! pour après, plus tard, une fois que le scan sera fait, recoller et ça devient un bordel. Après, je comprends plus rien, je sais plus ce que je suis plus dans l'histoire quand je dessine. Donc je me suis dit: «Je vais le faire par ordinateur» et puis en plus, j'avais un autre gros problème sur ce livre, c'est que j'arrivais pas à dessiner Stéphane Alix. Oh! OK. J'arrivais pas à le dessiner. Il a une tête qui est super difficile à dessiner. C'est vraiment, OK. ouais. J'ai essayé de trouver une façon de le simplifier, mais ça marchait pas. Ça faisait ridicule, quoi. Bon, Ça faisait donc voilà, j'étais un peu, donc on dit merci à l'ordinateur effectivement. ouais. Enfin, l'ordinateur n'a Ah! rien fait, hein, n'a rien fait, mais disons que je me sens plus sûr parce que je peux gommer, je peux reprendre 1000 fois le même dessin. Mmh. OK, ben, Mmh. je comprends un peu plus effectivement. Ah OK. Wow, mais c'est fou à quel point ça peut être c'est tout le temps différent chaque fois. Oh wow. C'est complètement Puis différent, oui, c'est ça, puis justement comme à la fin justement le contrat mais j'ai une petite question justement avec ça vu que, c'est surtout toi en fait qui fais les adaptations, le contrat là au niveau de la maison d'édition, est-ce que c'est plus toi qui vas recevoir, les l'argent ou c'est séparé? Est-ce qu'il y a un contrat que vous signez tous, ben, pour être sûr que j'essaie de voir au niveau des droits et cetera, tout ce qui alors en oui, est? bonne question. Je suis pas super, à jour sur ce genre de choses, hein, mais OK. je crois que c'est un contrat qui est décidé avant que je commence à travailler, hein. Ah OK, oui. Donc, dès le départ, au moment où je décide, où quelqu'un me propose de faire une adaptation, donc comme je disais, les 2 éditeurs se mettent d'accord et ils déterminent combien de droits il y aura à se diviser, quoi. Combien de droits seront divisés et moi, en général, ils me proposent sur mon contrat à moi, ils me proposent un genre un 8 ou un 4 ou un je sais pas jusqu'où ça va, mais je crois que ça va de 8, si je me souviens bien, hein, les adaptations ont été de 8 à 4 pour moi. C'est-à-dire, sur chaque livre qui sortent, enfin qui sont vendus, pardon, je gagne 4 de la somme, sans hors taxe du livre. OK. Donc, Oh! 4 ou 8. Sur Penax, je crois que c'était 4 ou 5. Enfin bon, je OK. me souviens. Mmh mh. OK, c'est pas beaucoup en C'est pas fait. beaucoup, non. Non, non, c'est pas beaucoup, mais bon, si le livre vend, 200 000 exemplaires, oui, ça commence à être beaucoup. Mmh. Oui, en effet. Fait qu'à ce moment-là, toi, c'est surtout que mais de toute façon, chaque fois que tu, fais une adaptation, c'est parce que tu as lu le roman et que tu trouves que c'est Mmh. quelque chose que tu aimes absolument. Donc, on pourrait appeler ça excusez pour l'anglicisme, mais un passion project, là. Tu sais, de dire tu Et apprécies ce que tu fais, puis si tu as les redevances, ben, tu sais, tu reçois le pourcentage après ça en fonction des ventes. Ben, pour toi, c'est juste c'est quelque chose de mieux, là. C'est sûr que tu le fais aussi pour, j'imagine que tu peux pour le recevoir au moins le montant, mais c'est quand même pour toi, il y a quand même de la passion qui se trouve à l'intérieur de la réalisation de chacune des BD. oui, c'est un coup de cœur, c'est ça que tu veux dire? C'est que c'est si, 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 ouais, tout à fait. Ça part du cœur au départ.
Parce que sinon, j'irais sur des livres qui se vendent, enfin alors bon, Nos âmes oubliées comme je disais, je sais pas combien il s'est vendu, mais je sais que Stéphane Alix vend bien, mais et Daniel Pénac vend bien aussi, il est connu. Mais c'est pas pour ça que je suis parti. Je pars sur des trucs à moi, quoi. Donc les chiens, l'émotion qu'il y a eu en lisant le livre, etc. Je sais que La Petite Lumière, c'est très bien vendu en France, mais très bien vendu, c'est-à-dire, je crois que c'est 70 000 exemplaires. Le Oh! livre de Antonia Moresco, hein, je dis, hein, OK, qui était OK, OK, sorti OK. en 2015. Mais par exemple, Quelqu'un qui parlait, je crois qu'il s'est pas forcément bien vendu, hein, je crois, hein, je sais pas. Ben, au moins, il s'est rendu jusqu'à la Grande Bibliothèque nationale de Montréal, donc c'est pour dire que c'est pas si mal, hein? Ça va quand même. Moi, je te parle du livre, hein, je te parle pas de Oui, mon adaptation. oui! Ah oui, il s'est bien vendu, il s'est, Non, ben, je crois que je l'avais vu effectivement dans la bibliothèque. Peut-être que je sais que j'ai vu certains romans justement de ce que tu as adapté à l'intérieur de la bibliothèque de Montréal. Faudrait que je revalide de mon côté pour le roman, mais je mmh. pense que oui, mais il faudrait que je revalide. Parce qu'en en général, ce qui se passe par exemple, pour le cinéma américain, c'est qu'ils vont aller voir les best-sellers et ils vont se dire: «Tiens, on pourrait adapter ça, ça va faire de l'argent». Ils partent d'un état d'esprit de comment faire de l'argent, souvent. Mmh mh. Mmh. Je comprends. Dernièrement, le truc de l'adaptation, enfin, c'est pas une adaptation là, c'est utiliser un personnage, la vie, la biographie de Michael Jackson. C'est Oui, évident que derrière, il y a envie de faire de l'argent, quoi. quand même, en effet. On va se dire les vraies choses, oui, en effet. Mais justement, là-dessus, justement, tu me parlais de 4 à 8 mais admettons, toi, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je sais que j'avais eu accès, quand j'ai lu tes BD, j'avais lu, Un été, sans maman. Hein? Ça, par exemple, le pourcentage au niveau de tes ventes, c'est combien que tu reçois? Alors, si je me souviens bien aussi, je pense que c'est de 8 à ça va de 8 à 15, attends, à 14, je crois. Non, 12, pardon. Donc OK, huit donc pour c'est pas cent jusqu'à, on va dire, je crois que c'est à peu près 20 000 exemplaires, hein. 8. OK. Si ça dépasse les 20 000 exemplaires, ça passe à 10, je crois. Puis après, à 50 000, 12, quelque chose comme ça, quoi. Alors, je n'ai pas les Ah chiffres ouais! exacts, mais c'est à peu près ça, quoi. Ah ouais, c'est tellement pas beaucoup. Wow! OK. C'est pas beaucoup. Excusez. C'est pour ça que Astérix, c'est pour ça que Uderzo et Goscinny, ils ont créé leur maison d'édition à un moment. Je comprends un peu plus maintenant, ça fait un peu plus de sens. C'est Ah! Il y D'accord, a beaucoup de OK, choses mais c'est derrière, hein. Il y a les distributeurs, il y a la fabrication du livre, il y a plein de choses, hein, l'éditeur, bien sûr. oui, parce que j'imagine que c'est ça, tu sais, quand tu fais le storyboard, tu as l'aval des personnes et tout ça, mais tu sais, que ce soit tes créations ou tes adaptations, il y a quand même le rôle de l'éditeur qui vient à l'intérieur pour voir si c'est possible d'être publié, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a un gros travail, hein, l'éditeur, hein, derrière. Aussi, il va vendre le livre, dans les marchés internationaux, Mmh. c'est-à-dire de le vendre, après d'essayer de le vendre dans différents pays. Ça, c'est OK. quelque chose, qui est difficile à faire. Ah! Ben oui, c'est ça, exact. Ben, OK, fait que là, je comprends un peu plus pourquoi Mmh. c'est le partage et tout ça. OK. Bon, d'accord, ben ça répond à mes questions. OK. Ben, Mais déjà, je sais que si quelqu'un arrive à 12, c'est-à-dire, des auteurs, renommés, qui arrivent à 12, c'est déjà bien, hein, c'est déjà très bien, hein. C'est difficile mmh. d'arriver à plus, hein, je crois, hein. Alors après, je suis pas dans les petits papiers de tout le monde, mais je sais que 12, c'est déjà beaucoup. Oui. Non, effectivement, c'est ben, on que ça soit dans les BD ou que ce soit dans les romans, j'ai l'impression que dès que c'est déjà juste faire un certain nombre de ventes, je pense juste d'avoir, comme tu disais tout à l'heure, 70 000, c'est correct au niveau de la vente, mais tu sais, j'imagine, tu sais, c'est déjà être capable de percer pour avoir assez de livres pour être reconnu, c'est tout un défi. Donc je me doute effectivement que dans la BD, c'est autant un enjeu total là, là-dessus là, de Oui, mais ceci dit, il y a l'avance sur droit. Moi, je suis payé en avance sur droit. OK. Ah, OK.
Ça, je sais pas si tu veux qu'on approfondisse, sur ce Ben, sujet? ça pourrait être je vois que le temps file énormément, puis je Ouais, pense ouais, qu'on ouais. pourrait terminer là-dessus, puis après ça, on pourrait avoir la session questions-réponses. J'avais plein de questions de planifier, mais je pense que ça pourrait être pour une autre fois parce que vraiment, il y avait beaucoup de contenu à l'intérieur Ouais. de l'entretien. Mais vas-y, oui, ce serait quoi? C'est, l'avance, mmh. Alors, en fait, sur chacun de mes livres et des livres de tous les auteurs, on est payé en avance sur droit. C'est-à-dire, disons qu'il y a un fixe, hein, qui nous est donné. C'est-à-dire, on va dire, sur un livre, ça peut être 6 000 €, ça peut être 12 000, 20 000, 30 000 €, OK? Pour faire un livre, hein. Et ça, c'est une avance sur droit. C'est-à-dire que si le livre ne vend pas, on n'a rien à rembourser, OK? C'est l'éditeur qui a pris le risque en payant les 10 000 ou 20 000 ou 30 000 € pour payer l'auteur qui va faire ce livre, enfin, c'est-à-dire le dessinateur ou l'auteur. Si le livre vend, en fait, il faut que l'auteur arrive à rembourser les 20 000, 30 000 qu'il a pris pour pouvoir commencer à toucher après qu'il ait remboursé tous ses. Enfin, remboursé, on rembourse rien vu qu'on ne paye rien, nous, hein. Enfin, je veux dire, on est juste payé en avance sur droit. OK. Si le livre vend beaucoup, après, on commence à être payé en droit d'auteur. S'il dépasse les 30 000 par exemple, on commence à être payé en droit d'auteur. En plus OK. de l'avance qu'on a eue. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Ben, oui, quand même. Oui, oui, je pense que c'est ça, les gens dans le chat aussi, ils commencent à capter effectivement. Puis justement, il y a je pense qu'il y a le terme qui s'appelle l'avaloir aussi, le Oui, à avaloir. Valois, oui, c'est pareil, ouais. C'est ça, c'est ça. OK, ben oui, je vois un peu comment ça fonctionne. OK, mais c'est fait qu'il faut vraiment c'est que en fait, c'est les maisons d'édition quand ils font ça, c'est qu'ils veulent vraiment être sûrs que ce qu'ils vont décider que ça va être publié, ben, ils savent que ça va faire des ventes d'une certaine façon, j'imagine? Ben, je pense que Bah, oui, là, c'est sûr et certain, là, mais disons que ça les oblige aussi un petit peu à s'impliquer dans le livre. C'est-à-dire, s'ils ont dépensé ouais. 20 000 € pour en avance sur droit de cet auteur, après le livre, ils vont pas le laisser dans un tiroir, quoi. Ils vont essayer de le vendre, de le distribuer, de bien le distribuer, de faire de la publicité aussi. C'est ça aussi, ils font ça aussi les éditeurs, ils font de la publicité sur le livre. Mmh. Heu ils s'arrangent pour que la presse puisse s'intéresser au livre aussi, que l'auteur soit interviewé, que voilà, des choses comme ça. OK, OK. Wow, ben, Mmh. l'éditeur a vraiment beaucoup de chapeaux. Oui, bon, après, faut pas exagérer non plus, hein, c'est OK, mais je vois un peu plus comment ça fonctionne, mais vraiment, c'est tout un mécanisme, c'est vraiment, oui, énorme c'est là, un le comment faire une adaptation. Tu sais, ça part vraiment avec juste une idée, un souhait, puis après ça, c'est vraiment ça prend beaucoup d'ampleur. Waouh! Mais c'est c'est vrai. vraiment En fait, par exemple, sur La Petite Lumière, il s'est passé un truc un peu bizarre. mmh C'est que, comme je disais tout à l'heure, moi j'avais lu le livre en italien et hem et donc j'avais contacté Antonio Moresco, mais après on avait fait l'éditeur avait fait un contrat de Delcourt avait fait un contrat avec l'éditeur français de Antonio Moresco. Mais en fait, à la fin, une fois qu'on avait fini le livre, hein, je me souviens que l'éditeur de Delcourt a dû payer le traducteur de l'italien au français. Il a dû payer une Ah! certaine somme pour les droits de traduction, en fait. Parce qu'il y a aussi tous Ah! ces OK, trucs-là oui. auxquels on ne pense pas. Enfin bon, c'est pas à moi d'y penser, ce serait à l'éditeur de le savoir, hein, ce genre de choses, mais il n'y a pas pensé. Et il y a pensé qu'après, quoi. Donc ils ont dû payer une petite part. Alors, c'est pas des sommes énormes, hein, mais c'était de payer les droits de traduction, en fait. OK! OK. Ah, mais c'est ça, c'est des fois, on n'y pense pas du tout. C'est un peu comme tout Ouais, à l'heure, c'est tous des petits détails qu'on n'y pense pas, mais que c'est sûr pour être sûr que tout se concorde bien, puis tout se réalise correctement, puis que tout le monde soit bien respecté dans cette démarche-là, et c'est cetera. c'est Wow! ça. Oh wow! C'est tellement fascinant. C'est Non, non, c'est vrai que c'est assez impressionnant, hein, il y a plein de choses qu'on découvre petit à petit. Et oui! après, il y a aussi autre chose, c'est que si imaginons que La Petite Lumière, je prends l'exemple, hein, La Petite Lumière en bande dessinée a un gros succès, OK? Que quelqu'un
décide de faire un dessin animé avec ça. OK, Donc oui. après ça devient très compliqué parce que les droits, c'est-à-dire, les droits d'adaptation, comment ça s'appelle? Les droits télévisi non, je sais plus, c'est un nom, audiovisive, enfin, audiovisuif, enfin, je sais plus comment on dit. Les droits d'adaptation en cinéma, on ne sait plus si il va falloir payer une partie à celui qui a fait la bande dessinée, donc oui, et à l'éditeur qui a fait la bande dessinée, mais aussi à qui a écrit le livre. Donc ça devient encore plus compliqué. Ah oui, oui, c'est vraiment comme c'est quasi un entonnoir que ça va encore plus oh là là! OK, fait que ça peut aller jusque très loin tout ça, là. Voilà, après il y a des avocats, il y a des problèmes de enfin bon, des problèmes On n'embarquera de pas là-dedans! OK. Ben écoute, c'est tellement fascinant, j'ai pas le choix d'arrêter parce que là, je pense que ça fait presque 1 heure qu'on discute, ben, que tu me réponds à mes questions, mais j'avais tellement plus de questions, mais en vrai, je pense que tu as bien, heu, tu bien montré c'était quoi, comment ça pouvait aller, les adaptations de romans en bande dessinée, puis c'était vraiment ça que j'avais, comme, et c'est ça mon objectif de l'interview. Tout le monde a posé énormément de questions. ah oui? Fait que Ah d'accord. fait que J'ai pas lu encore, mais effectivement, ouais. oui, ben ça, mais moi, je les ai reçus en privé. Donc, je vais essayer d'y aller, quand même. Je vais essayer de trouver des questions qui pourraient être qui pourraient être répondues. OK. Ben, OK, déjà, il y a Macouramis qui a posé une question. Est-ce que ton expérience dans l'animation t'a ouvert les portes du monde de l'édition sans devoir passer par la case soumission de manuscrit? Alors, non, parce qu'en fait, moi j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire, une fois que j'ai arrêté le dessin animé, j'ai envoyé mes projets à plein d'éditeurs. C'est-à-dire, j'ai demandé à un ami qui connaissait quelques éditeurs, il m'a donné plusieurs emails d'éditeurs français et j'ai envoyé un projet que j'avais fait, qui était pas très abouti d'ailleurs, et je l'ai envoyé à 10 éditeurs, et il y en a peut-être 7 qui m'ont pas répondu. Il y en a 2 qui m'ont répondu en me disant: «Non, c'est pas trop notre, état d'esprit d'édition», et puis il y en a un qui m'a répondu et c'est lui avec qui je suis parti. OK, Donc j'ai pas dit que je travaillais dans le dessin animé. OK, d'accord. Pourtant j'aurais pu, enfin je veux dire, j'aurais dû même, enfin, je j'ai pas osé, mais j'aurais pu parce que j'avais travaillé dans le dessin animé avec Delcourt moi, qui est la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé après en bande dessinée. Je le connaissais en fait Delcourt. À l'époque, ils étaient tout petits et ils faisaient aussi du dessin animé, donc j'aurais pu appeler Delcourt directement, mais bon, ça me paraissait un peu bizarre, bon, ça paraissait un peu bizarre. OK. Ah, OK. Mais justement, tu sais, quand tu disais que tu te faisais refuser tout ça, est-ce que tu sais ce qui est regardé dans les soumissions? Est-ce que c'est la qualité du dessin? Est-ce que c'est la tonalité, l'efficacité du texte? Est-ce que c'est un peu de tout? Comment que c'est fait? Ça, c'est une question de Mirage qui n'est plus présentement, dans l'audience, mais qui avait posé cette question-là. Je trouve que ça se concorde bien suite à la question. D'accord. Bah, moi je suis pas trop au courant de ça, mais je sais en écoutant un petit peu les éditeurs que je connais, ils me disent qu'ils reçoivent énormément de scripts, de trucs, de projets et cetera, et souvent ils ont pas l'envie de le lire. Alors, ils ont pas beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour le lire, en fait. Donc je pense qu'il faut, si pour quelqu'un qui veut essayer d'être édité, il faut faire quelque chose de très instinctif, quoi. C'est-à-dire, de commencer par faire quelques pages et de faire qu'en lisant les 3 pages de bande dessinée finies, l'éditeur ait envie de savoir la suite, par exemple, qu'on peut OK. écrire en synopsis après le reste. Mais au moins que ça donne envie de rentrer dedans, dans le livre, quoi, dans la bande dessinée. OK, c'est comme un pitch, en fait, mais que tu dois faire en quelques planches, là. Voilà, moi je pense que c'est ça. En 3 pages, déjà, on doit avoir envie de continuer, avoir envie de savoir la suite. C'est important, c'est le rythme, hein, parce qu'il y a souvent des personnes qui présentent des dossiers où tout est écrit, il y a des milliers de pages et cetera, mais on ne sait pas comment ça va. L'éditeur, il peut se dire: «Mais OK, l'histoire, elle est peut-être bien, j'ai réussi à la lire en 6 heures, j'ai réussi à tout lire, mais est-ce que ça va bien être dessiné? Est-ce que ça va bien être raconté? Est-ce que le rythme va être bon?» Il ne peut pas savoir. Donc alors que si la personne présente déjà des planches finies,
avec quelque chose qui donne envie de continuer, bah là, c'est déjà gagné, je pense. C'est un peu comme une publicité. OK. Bon, Mhm. parfait. Bon, ben, ça répond à la question, merci. Puis justement, je vois qu'il y a des personnes qui prennent des notes. Donc, il y a Maëlie qui a posé la question en disant, en bref, elle se demande, c'est quoi le besoin d'adaptation? Est-ce que c'est pour des publics qui ne lisent pas, qui puissent connaître l'histoire? Toi, de ton côté, est-ce que c'est plus de cet aspect-là que tu as cette envie de faire l'adaptation ou c'est surtout pour un projet personnel? Hmm, bah, comme je disais, c'est un peu un coup de cœur, c'est-à-dire, j'ai eu des bonnes sensations en lisant tel livre, et je me dis que j'aimerais bien le transmettre à des lecteurs de bande dessinée. Et puis OK. surtout, de raconter en images certaines choses qui, dans le livre, ne peuvent pas être racontées en images. Donc, voilà, c'est plus une envie de faire vivre une œuvre d'une autre façon. Parce que moi, j'y trouve des choses en moi qui me correspondent aussi, hein. C'est pour ça que je choisis un livre plutôt qu'un autre. C'est-à-dire, je sens qu'il y a des choses qui me touchent, et donc j'ai envie de le re-raconter, quoi, à ma façon. Donc ça, comme tu disais tout à l'heure, il y a des personnes il y a certaines maisons que ça peut être au niveau du best-seller de faire une adaptation pour un best-seller pour que ça fasse un certain montant. Toi, c'est vraiment plus au niveau personnel pour être sûr de Ouais, pouvoir partager ce que tu avais ressenti, mais à voilà. travers, ta propre adaptation. OK, OK, OK. Et parfois, non, alors attendez, excuse-moi, hein, Oui, je finis là-dessus. C'est que, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut adapter un livre. Par exemple, je me souviens qu'à un moment, j'avais travaillé sur un projet qui s'appelait La tempête de Shakespeare, mais dans le futur, c'est-à-dire, de science-fiction, en fait. Donc aussi, c'est intéressant parce qu'on peut adapter les livres en changeant complètement l'époque. C'est-à-dire de réadapter, je sais pas, 1984 parce que ça a déjà été fait, mais de réadapter de nos jours en 1984, ça peut être intéressant aussi parce qu'on le réactualise le livre. OK, fait que mais c'est ça qui est beau aussi avec l'adaptation, c'est que c'est genre on peut toujours le reprendre, c'est juste de le remettre de façon contemporaine à chaque fois. Ben, tu sais, si on veut le revoir de façon contemporaine, on peut. C'est ça qui est beau là-dessus. Ah ouais, c'est ça qui est Ah! intéressant. Bah, c'est ce que font aussi les séries télé, Netflix, ou les films, américains, hein. OK. J'ai une autre question. OK, on a Nikitea qui a posé la question, en disant: «Est-ce que c'est une perte de temps de vouloir mettre entièrement à l'écrit son œuvre avant de le faire en BD et il vaudrait mieux se lancer directement à le dessiner?» Alors, pour moi, oui, c'est une perte de temps. Parce que moi, je serais incapable d'écrire, le scénario de La Petite Lumière, comme enfin, pour moi, ça aurait aucun sens de le faire, quoi. Parce que déjà, le livre est déjà écrit. Alors si en plus je réécris, parce que ça arrive souvent ça, hein, j'ai des amis qui sont en train de travailler sur des adaptations d'un livre, et il y a un scénariste qui adapte le livre en écrit, en scénario, qui après va être dessiné par un autre auteur, un dessinateur. Et donc moi, pour moi, c'est des étapes, un peu absurdes parce que ça va beaucoup plus vite, enfin pour moi, ça va beaucoup plus vite de dessiner directement plutôt que de passer par la phase écrite. Mais bon, je sais qu'il y a des cerveaux qui ne fonctionnent pas du tout comme moi et qui ont besoin Mmh. de réécrire. C'est dans le cinéma d'ailleurs, dans le cinéma, c'est comme ça. Ils réécrivent tout, mais les adaptations des livres, ils réécrivent un livre, puis après ils font un storyboard, puis après ils filment. OK. Fait que ça Mmh. dépend de chacun, mais pour toi, tu considères que c'est une perte de temps. OK. Mmh. Clairement. OK, OK. OK, parfait. J'essaie de voir. Ben, justement, il avait posé une question, là. Est-ce que pour un BDiste, il vaut mieux s'installer dans le Val d'Aoste au lieu de rester en France? Mais je pense que c'était une petite une espèce de petite blague. Je sais pas. Je ne sais pas. Oui, je pense que oui. Oh! OK, fait qu'on a une réponse. Ah! Makouramis se demande, d'ailleurs, on entend beaucoup parler de la crise des revenus pour les auteurs de bande dessinée. Est-ce que malgré ta grande production, tu ressens aussi cette crise en ce moment? Non, je la sens pas directement. OK. Je sens autour de moi, j'entends autour de moi, même, là, ce week-end, enfin, c'est la semaine dernière, j'étais en France. J'ai vu plusieurs libraires dans différentes villes, parce que j'ai fait des dédicaces, hein, d'un nouveau livre, et tous les libraires m'ont dit la même chose, m'ont dit qu'en ce moment, c'était le plat total, qu'il y avait que un ou 2 titres qui se vendaient,
Les autres, ils se vendaient pas et mais bon, moi, pour l'instant, je ressens pas ça, quoi. J'ai tout le temps des propositions, j'ai tout le temps des projets, je sais que les éditeurs sont contents quand je leur propose quelque chose. Pour l'instant, je le sens pas, mais ça peut arriver d'un moment à l'autre. Je peux imaginer que ça puisse arriver d'un moment à l'autre. OK, c'est ça. Puis Ouais, est-ce que ouais. tu te sens prêt que ça arrive ou est-ce que tu as déjà des plans en tête que ça tu sais, si tu te dis: «Ah, si ça doit arriver, voici c'est quoi que je peux faire comme plan» ou pas vraiment? Non, j'y pense pas trop, je verrai, je verrai sur le moment. OK. C'est on te souhaite sincèrement que ça n'arrive pas, Oui, bah, mais merci. Ouais. Non, mais moi, ce que je disais avant, c'est que j'ai la chance de travailler vite aussi. Donc, un album, que moi je fais peut-être en 6 mois, il y en a d'autres qui vont mettre 2 ans pour le faire. C'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas du tout le même, ça me permet d'être plus vu, donc ça fait un peu boule de neige. Quand on est plus vu, on est plus, on est plus adapté, dans d'autres pays, voilà, on est plus vu, quoi. Alors que Mmh. si je faisais un livre tous les 2 3 ans, c'est sûr que ça se ressentirait. Bon, un peu parce que je on est payé à peu près pareil, hein, que ce qu'on le fasse en 2 ans ou qu'on le fasse on le fasse en 6 mois ou en 2 3 jours, on est payé pareil. Donc voilà, moi Ouais. ça va mieux. En travaillant vite, ça va beaucoup mieux, ouais. Mmh. Vu avec ton rythme et tout ça, parce que ça, tu continues à faire, en fait, des bandes dessinées aux ans à peu près, là. Tu as pas réduit ton rythme, tu as toujours été, 1 BD Non, par an environ? c'est OK, OK, d'accord. Merci. J'ai une question de Corby qui, en fait, s'intéresse à, une de tes BD que tu as faites par le passé. Donc, il a dit: «Si je me trompe pas, quand tu as parlé de l'adaptation de Cabo Caboche de Daniel Pennac, tu as songé à rendre le chien muet. Est-ce que c'est aussi venu, de ta BD Toby mon ami?» oui, oui, tout à fait, ouais. Bah, moi, je suis tellement plus créatif quand je fais des bandes dessinées muettes. Je me sens beaucoup plus libre pour écrire des histoires, et cetera. Donc je m'étais dit: «Tiens, je vais essayer, de partir sur une BD muette comme j'avais fait pour Toby, mon ami». Mais en fait, ça marchait pas, quoi. Je racontais une autre histoire, je racontais pas du tout la même histoire que celle celle de Daniel Pennac. C'était autre Non, chose. c'est sûr. Ouais, ouais, C'est sûr, OK. Mais tu as ouais. voulu quand même t'inspirer, mais c'est là que tu as vu que il fallait vraiment que tu respectes tu respectes vraiment le roman là, que tu avais pris. OK. C'est non, non, c'était trop OK. difficile. Mmh. Le Mmh. muet, ça oblige vraiment à aller dans certaines idées et pas d'autres. On peut pas tout raconter en muet. Non, c'est ça, exact. Pas mais par exemple, Un été sans maman, ben, que tu pris je pense que c'est jusqu'à la toute fin où est-ce qu'il y a des phylactères tu sais, comme il y a des personnages qui parlent un peu, mais Mmh mh. pendant longtemps, tu as des planches muettes, mais ça vient justement moi, je trouvais que ça venait vraiment comme montrer c'était plus au niveau des émotions de voir comment que la jeune fille passait ses journées et cetera, puis qui rencontrait les personnages qui étaient, dans l'histoire, là. Beh, je sais pas si c'était plus, cette avenue-là que tu voulais aller avec cette BD ou oui? OK. Oui, bah, j'espérais en fait, un peu comme quand je travaillais dans la publicité, c'est-à-dire, j'écoutais pas ce qu'on me disait et je dessinais pour moi et puis en fait, ça collait bien avec ce qu'on m'avait demandé de faire. C'était un peu le Ah! hasard qui et je m'étais dit: «Ça va faire pareil pour le livre de Daniel Pennac», par exemple. Mais en fait non, ça n'a pas fait ça a pas marché. Ah, bon, ben, oups. Heu, En revenant sur la crise de la BD, ben, je pense que c'est relié à ça, là. Ma coromies, elle avait demandé: «Est-ce que tu as déjà vécu des expériences malheureuses avec des éditeurs un peu comme Monsieur Tan?» Non, pour l'instant, j'ai pas du tout vécu de non, j'ai trouvé toujours des personnes qui m'ont plu, tout le temps. OK. J'ai que des bonnes expériences dans le non, non, pardon, en Italie, non. En Italie, non. Ah, ah, bon, OK, oups! C'est pour ça que je travaille pas avec l'Italie directement pour l'instant. D'accord, on va pas dire grand-chose alors. OK, Bakou précise que Monsieur Tan, c'est l'auteur de Mortel Adèle. Ah d'accord, ah je savais pas. Parce que lui, il a eu de mauvaises expériences, hein? J'imagine que c'est ça qu'elle fait référence. Moi, de mon côté, je m'étais pas renseignée là-dessus, Mmh mh. mais c'est ça, elle voulait juste voir si toi, de ton côté mais OK, on comprend que
peut-être l'Italie de il s'est fait voler sa création par sa maison d'édition. Ah! Ah. D'accord. Ah d'accord, d'accord. Oui, ça, c'est un peu dangereux, c'est vrai. Il y a des par exemple des revues. Là, j'ai travaillé pour une revue il y a pas très, très longtemps et en fait, l'histoire que j'ai faite pour eux, on est obligé de céder tous les droits. C'est-à-dire que si l'histoire, on a envie d'en faire un album, grand, enfin un album normal de plusieurs pages, en fait, on est obligé de le faire avec eux. On peut pas le faire avec un autre éditeur. Donc OK. on est obligé de céder les droits, quoi. Hi. OK, Et ouais. ça, c'est pas terrible. Ouais. J'ai pas dit le nom, hein. On demandera pas. OK. Mais ça peut arriver des expériences comme ça, là, mais tu as quand même un bon tu as quand même une bonne relation, comme tu disais, avec tes éditeurs français, fait que pour l'instant, toi, ça va. Oui, tout à fait, ouais. Non, non, c'était toujours très bien, toujours très très OK. correct. OK. Mmh mh. Bon, ben merci. On terminerait avec une dernière question, puis après ça, j'en ai une à moi, là, mais ça, c'est plus Ouais. anecdotique. Il y a So qui pose la question, comment faire face à la page blanche? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Puis qu'est-ce que tu fais pour débloquer? Alors c'est une question qui n'a pas trop de sens, pour moi, qui n'a pas trop de sens. Parce qu'en fait, à partir du moment où je me mets devant une page, ça veut dire que j'ai quelque chose à dessiner ou à raconter. Je me retrouve pas devant une page blanche, ça m'arrive jamais, en fait. OK. Donc toi, tu as toujours eu l'inspiration, puis tu t'es donné toujours le Non, 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 ce que je veux dire, c'est que j'ai pas toujours l'inspiration, mais à partir du moment où je me mets devant une page blanche, hein, c'est-à-dire devant un travail que je veux commencer, c'est à ce moment-là, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Donc OK. j'ai pas de problème à ce moment-là. C'est avant que je peux avoir des problèmes si je cherche, une inspiration sur quelque chose, je cherche dans ma tête d'abord et après si je me mets devant la page blanche, ça veut dire que j'ai déjà quelque chose. OK, fait que tu pas le syndrome non plus de la page blanche, en fait. T'as pas le Non. OK, OK. Non, pas du tout et je me pose la question comment quelqu'un peut avoir le problème de la page blanche? C'est justement quand, il se force à se retrouver devant une page blanche. Parce qu'à partir du Mmh. moment où tu as une idée et que tu dis: «Tiens, je vais prendre une feuille, je vais faire ce que j'ai envie de faire, hein, ce que j'ai eu dans la ce que l'idée que j'ai eue, je vais commencer à la dessiner», bah, il y a pas de ce problème-là puisqu'on est déjà dans une énergie de mouvement, quoi. De création, oui. Oui, voilà, ouais. Mmh. Non, OK. enfin je l'avais je l'avais en fait à l'école ça, ce problème de la page blanche quand on me demandait d'écrire un texte sur quelque chose, je sais pas là je l'avais oui. OK, OK. Parce qu'on me forçait à me mettre devant une page blanche. Mmh. OK. Bon, Mmh. écoute, ben, en tout cas, ça toi, i juste à cette réponse-là, il y a des gens qui disent que ben, il y a Locke qui dit qu'il aimerait t'avoir en coach d'écriture, donc OK. Mais mais vraiment, moi je pense que en tout cas, moi je sais que quand j'ai des problèmes sur des moments, par exemple si je dois raconter quelque chose et que j'arrive pas à le dessiner et ben, souvent je me dis je le pense. C'est-à-dire au moment où je vais me coucher ou n'importe quel moment, je commence à imaginer sans me préoccuper du dessin en fait, du cadrage, mais j'essaie d'imaginer la séquence dans ma tête, de façon naturelle. Une fois que mmh. j'ai ça, après c'est beaucoup plus facile de la dessiner. Écoute, je pense que ça va être quelque chose qui va quand même, qui va motiver les troupes. Heu, moi, j'ai juste une petite question très anecdotique. J'ai remarqué qu'il y avait un pattern de personnages qui se retrouvait dans plusieurs de tes BD. Mmh Un mh. homme avec les cheveux longs blonds qui a une Mmh mh. corpulence. Est-ce que c'est n je vais envoyer la photo, ben, j'ai pris une capture d'écran parce qu'il y avait une image, disponible en ligne. Heu, je sais pas pourquoi, mais ce personnage-là, je le revois souvent. Est-ce que c'est parce que c'est un personnage que tu considères comme bon pour un personnage secondaire type, avec une personnalité type ou qu'est-ce qu'il y en est? Non, bah, c'est mon personnage. C'est mon personnage, OK, c'est un peu comme si j'étais réalisateur et que j'aime bien, travailler avec, je sais pas, Tom Hanks, comme, Zemeckis par exemple aime bien travailler avec Tom Hanks, bah, voilà, c'est pareil, je OK. l'utilise je l'utilise comme un acteur où je me dis: «Tiens, il pourrait jouer ce rôle-là».
et si je peux le placer et des fois d'ailleurs c'est marrant parce que, par exemple, sur La Petite Lumière, je l'ai mis ce personnage. Oui, pour avec les lui qui pensait aux aliens. Voilà et c'est pas moi qui ai eu l'idée de le mettre, c'est mon éditeur qui m'a dit: «Tiens, j'ai vu qu'il y a même ton personnage» parce qu'il a lu le livre, parce que quand je lui ai proposé, je lui ai fait lire le livre et il m'a dit: «Ah, c'est marrant, j'ai bien aimé La Petite Lumière et puis en plus j'ai vu qu'il y a ton personnage dedans». Bon, OK. OK! Fait que c'est comme oh my god, mais c'est tellement cool! Parce que j'ai remarqué le pattern, puis je me suis dit: «Ça peut pas être anecdotique. Clairement, il y a quelque chose là-dedans». C'est c'est Oh wow, c'est tellement bon! Oh, ouais. merci beaucoup d'avoir répondu à ma curiosité parce que je me demandais sincèrement. En plus, je sais même pas pourquoi il a cette tête, hein. Je j'ai pas trop décidé, hein. C'est venu comme ça naturellement, mais puis c'est pas un personnage que j'ai tant de facilité à dessiner en plus. C'est ça qui est bizarre, c'est que je En me plus! ouais, c'est que en général, ça quand on prend un personnage, quand on choisit un personnage, on prend parce qu'on arrive bien à le dessiner facilement. Mais lui, Oui, j'arrive pas forcément à le dessiner facilement et bon, c'est mon personnage quand même. c'est super! Mais je trouve ils ont tous quand même une petite ressemblance au niveau de la personnalité, tu sais, mettons dans Cabocaboche ou genre Un été sans maman, je trouvais que ça leur tu sais, juste l'aura qu'ils Il est dégagent, ça ressemblait, fait que je me suis dit: «Ah, ben ça fait du sens alors que ils reviennent souvent». Oui, c'est possible, mais c'est pas j'ai pas décidé, ça vient naturellement en fait, je sens qu'il colle bien et puis je le fais vivre comme il sent. Ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Hem OK. Ben, merci infiniment. Puis, on va s'arrêter là pour l'instant. Mais écoute, comme j'allais dit tout à l'heure, j'avais tellement d'autres plus de questions. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Merci vraiment beaucoup d'avoir pris OK, la peine de nous avoir répondu pendant ces presque 1h30. Et ouais, avec tout ça, comme je le disais, moi, de mon côté, ça va arriver dans 2 semaines là, sur la plateforme, puis ben, sur YouTube. Puis moi, je vais pouvoir te contacter. Et en fait, j'ai tout à l'heure, Corby qui a partagé ton Instagram. Donc, est-ce que à ce moment-là, tu envoies quand même des nouvelles, sur ton Instagram? Est-ce que tu as d'autres réseaux que tu aimerais, promouvoir? non, j'ai pas d'autres réseaux. J'ai un blog, mais je l'utilise plus depuis des années, donc non, non, Instagram, ça va. Mmh. Parfait. Donc avec Très tout bien. ça, tout le monde, vous pouvez suivre Grégory, sur son Je sur son Insta. ah si, remarque, si, dernièrement, je mets des choses, mais c'est Oui, ben, c'est ça, j'ai remarqué que tu avais mis, des images de petits bonhommes, donc oui, 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 voilà, ouais. ça c'est Mais ton c'est pas moi c'est qui ton les pre fais en fait, je les comment on dit là? Je les condivise, je les enfin, je sais pas comment on dit, mais quand on les passe, les images. ah, tu les transfères, tu les partages? Oui, oui, les transferts, voilà, c'est Ah! ça, ouais. Mmh. D'accord, d'accord. Ben à ce moment-là, pa et là, de ce que je comprends, c'est que tu es en train de travailler sur une autre adaptation actuellement, fait que potentiellement que Oui, ça pourrait arriver aussi sur ton Insta, puis on pourra, être au courant de oui, ça. Mmh. c'est vrai, j'ai rien mis pour l'instant parce que je sais pas. Oui, OK. je sais qu'il y a des fois on peut pas trop, enfin, je sais que quand je travaillais sur Donjon, par exemple, les auteurs voulaient pas que je publie sur, même des petits Oh! dessins sur Instagram. Oh, bon, Donc d'accord. pour l'instant, j'ai pas osé le mettre, mais bon, je verrai si je le OK. mettrai. C'est bon.